Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous abordons une préoccupation majeure des autorités publiques au Sénégal, l'approvisionnement en moutons à l'approche de la Tabaski, une fête religieuse d'une grande importance. À travers notre reportage, vous découvrirez les différentes contraintes liées à cette activité ainsi que les solutions envisagées pour garantir un approvisionnement suffisant en moutons et à des prix accessibles pour le bien-être des populations. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur le sujet, nous sommes avec le docteur Papa Abdoulaye Kane, docteur en économie, économiste rural. Vous êtes aussi spécialisé sur l'économie de l'élevage. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Alexis. C'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui dans cette émission pour répondre à vos questions. Merci, docteur Kane. Et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Cheikh Ndao. Au Sénégal, l'approvisionnement en moutons à l'approche de la Tabaski demeure une préoccupation majeure pour les autorités publiques. La demande nationale est estimée à plus de 800 000 moutons, dont plus de 250 000 pour la région de Dakar. Nous voulons toujours que le marché national soit bien approvisionné. Parce que qui dit Tabaski dit une bonne régulation du marché. Figurez-vous qu'au niveau des Ziguinchor, qu'ils ne voient pas leurs moutons de Tabaski. Mais la Tabaski est complètement gâchée au niveau national. Donc il faut un bon approvisionnement correct du marché national en quantité et en qualité et en juste prix. Donc ces trois choses-là peuvent aller de pair. Avoir un approvisionnement correct, avoir des moutons de qualité et un prix qui est juste. C'est pourquoi nous avions toujours pensé que le prix ne doit pas être déterminé par l'offre et la demande. Parce qu'à chaque fois que le prix est déterminé par l'offre et la demande, il y a un acteur qui est perdant. Nous, au niveau de la SCOSEN, nous avons toujours prôné, et c'est sorti dans les débats, que comme dans les pays organisés, la viande doit se vendre au poids. Il y a une politique qui tend vers l'autosuffisance, il y a de l'apparition de nouveaux acteurs, et je pense qu'on tend, parce que la qualité, l'approvisionnement, l'autosuffisance, c'est dynamique. Il suffit tout simplement d'y croire et d'aller dans le bon sens. Mais aussi, les projets et programmes doivent être évalués. L'évaluation permet de rectifier en cas de besoin. Parce que quand on n'évalue pas les projets et programmes, on peut toujours continuer dans l'erreur. Il ne faut pas dire qu'il n'y aura pas de manque, mais en tout cas, tout a été fait pour le moment, aussi bien pour l'administration, nos partenaires à l'étranger, nous en tant qu'éleveurs, pour que vraiment qu'on puisse fournir le maximum de moutons. Ça, c'est... Bon, au Sénégal, on dit que cette année, on a posé plus de 800 à 810 000 cette année. Donc c'est ça, on espère. Et je pense aussi qu'il y a une production intérieure au Sénégal et nous pensons qu'il y aura peut-être d'autres qui vont venir, mais déjà au Sénégal, il y a une forte production cette année et il y a une évolution en tout cas de la production au Sénégal qui fait que notre gap est vraiment réduit. Donc nous avons espoir que cette année vraiment aussi, il n'y aura pas de problème. Cependant, les enjeux de l'autosuffisance en moutons sont énormes. Il s'agit entre autres d'augmenter l'offre en moutons et de permettre une compétitivité de la filière ovine sénégalaise pour satisfaire les besoins nationaux et les exportations. Le plus important reste la satisfaction des populations grâce à un approvisionnement suffisant en moutons et à des prix accessibles. C'est le sang qu'on cherche généralement. Et les percepts islamiques, qu'on puisse le trouver sur l'animal sur pied. Et que les consommateurs sénégalais aussi doivent savoir qu'il faut chercher la qualité, mais Dieu leur a donné la possibilité de choisir entre un mouton peul-peul, entre une chèvre, entre un mouton ladou. L'essentiel est que l'animal sur pied réponde aux caractéristiques définies par l'islam. Donc j'espère qu'à partir de ce moment, et nous avons lancé des appels au niveau des radios, au niveau des réseaux sociaux,
au niveau des points de vente, aussi au niveau des opérateurs qui sont les grands commerçants de moutons, pour leur demander d'être rassurés pour qu'ils viennent honorer l'opération Tabaski, puisque c'est une fête sacrée, c'est une fête de famille, c'est une fête annuelle où nous devons satisfaire tous les Sénégalais à mouton de Tabaski. Ça, c'est un engagement de tous les éleveurs du Sénégal, puisque chaque personne doit satisfaire son proche pendant certaines périodes. Je disais tout à l'heure que pour quand même augmenter la quantité de viande produite, donc augmenter la production pour atteindre l'autosuffisance, il faut quand même améliorer les races. Si on sait qu'au Sénégal, il y a 3 races reconnues, le Peul-Peul, le Djallonké et le Touaber, et ces races ne sont pas tellement grandes. Et pour cela, il faut... parce que l'agneau, la bonne viande, c'est de la viande d'agneau. Et l'agneau qui sort de ces races-là dépasse rarement les 10 kilos. Donc si on introduit le ladoum qui lui dépasse très largement ses poids, si on l'introduit dans le cheptel local, on passera peut-être d'un agneau de 10 kg à un agneau de 20 kg, voire 30 kg. Et ça va augmenter sensiblement la quantité de viande produite au plan local. Et qui dit quantité de viande, augmentation de quantité de viande, dit forcément augmentation du nombre de béliers, donc autosuffisance en mouton de Tabaski. Avec le Bureau d'analyse macroéconomique, le BAM, à travers une conférence, les acteurs du secteur se sont réunis pour faire le point sur les contraintes liées à l'activité, parmi lesquelles l'accessibilité à l'aliment de bétail, l'amélioration des races pour atteindre l'autosuffisance. Aujourd'hui, un éleveur professionnel, il doit produire sa propre alimentation. Donc c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire, mais si au moins les éleveurs qui en ont les moyens se permettaient de produire leur propre aliment, il n'y aurait pas une aussi forte demande qui est aujourd'hui, qu'on le reconnaisse, très largement supérieure à l'offre. Aujourd'hui, si l'aliment coûte cher, c'est parce que la demande est largement supérieure à l'offre. Et on est dans un pays libéral, c'est tout à fait normal que s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est normal que les prix grimpent. Aujourd'hui, l'alternative, dans l'élevage, c'est les cultures fourragères. Il faut promouvoir les cultures fourragères. L'État doit aider les éleveurs à produire du fourrage, les gens qui le peuvent, les gens qui disposent de terre et qui disposent d'eau et qui disposent d'un peu de moyens quand même. On doit les aider à cultiver le fourrage. On doit, comme l'avait préconisé le ministère de l'élevage, créer des entrepreneurs fourragers. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins coûteux de produire 1 kilo de fourrage et de le revendre et d'avoir un bénéfice que de produire par exemple 1 kilo de maïs ou 1 kilo de riz ou 1 kilo de mil. Et non seulement c'est moins coûteux, mais c'est moins fastidieux et vraiment c'est largement plus rentable. Aujourd'hui donc, tous les gens qui peuvent le faire doivent le faire. On doit sensibiliser les gens qui ont les moyens d'aller le faire. On doit aider les gens qui en ont les ambitions, mais qui n'en ont pas les moyens à le faire. Et une fois que ce sera fait, s'il y aura assez de fourrage sur le marché, donc c'est sûr que donc il y aura beaucoup plus d'aliments produits que d'aliments de consommateurs, et là forcément les prix vont baisser. Il n'y a que cela qui peut baisser les prix. Il n'y a que la grande production de fourrage qui peut baisser les prix de l'aliment. Mais tant qu'on est là à dépendre des usines et qui eux dépendent des greniers de l'Ukraine ou de la Russie, ça ne va pas aller. Il faut qu'on trouve une alternative, et la seule et unique alternative, c'est les cultures fourragères. Souvent, on a tendance à penser que l'aliment coûtait excessivement cher. Moi, je ne suis pas de ceux qui le pensent. Surtout quand on sait que quand on élève un mouton, ce qui est le plus important, c'est la disponibilité et de la fibre et également de l'eau. Donc ça veut dire que vous devez avoir disponible tout le temps, toute la journée, de la fibre, c'est-à-dire de l'ongogne, et toute la journée, vous devez avoir également de l'eau. Et
l'aliment en question, ce n'est qu'un complément. Et quand on dit complément, ça veut dire que sur une ration quotidienne, vous avez entre 1 kg à 2 kg à donner à l'animal, selon naturellement son poids et selon justement son âge. Et donc quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que l'aliment bécail, bien que dans la tête des gens, c'est une spéculation qui coûte cher, mais dans la ration quotidienne de l'animal, ça ne coûte pas cher. Et même le prix au kilo de l'aliment est largement moins élevé que le prix justement de la fane d'arachide ou la luzerne ou autre. Malgré la criminalisation du vol de bétail au Sénégal, le phénomène plombe le secteur. Sur ce, l'aspect sécuritaire s'impose pour une meilleure campagne. Mais le problème qui se pose, on a peur d'aller en brousse à cause du vol de bétail. C'est vrai que c'est criminalisé, mais le problème aujourd'hui, pour pouvoir appliquer la peine à un voleur, il faut d'abord l'attraper. Et le principal problème qui se pose, c'est que les voleurs de bétail ne sont pas traqués. Donc, s'ils ne sont pas traqués, ils ne sont pas saisis. Parfois, bon, nous, on subit, surtout nous éleveurs de race, on subit souvent des vols à main armée. Et souvent, on a suffisamment d'indices qu'on met à la disposition des forces de sécurité. Mais bon, malheureusement, ça ne suit pas jusqu'au bout. Et je sais que nos forces ont quand même la capacité de traquer les voleurs de bétail et de les mettre à la disposition de la justice qui va appliquer la peine, la lourde peine qu'il faut. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y aura plus de vol de bétail et on pourra travailler facilement, on pourra délocaliser facilement nos petites bergeries dans les grandes fermes pour pouvoir produire de quoi quand même assurer l'autosuffisance en moutons. Je pense déjà l'État a pris les mesures idoines dans tout le pays, informé, sensibilisé. Les gens sont en train de venir. Malgré peut-être les rumeurs qui courent que peut-être il y a l'insécurité, aujourd'hui je pense que l'insécurité s'est passée et que de tout temps, quand on organise l'opération de Tabaski, il y a des questions d'insécurité et l'État prend des dispositions pour qu'effectivement que les gens puissent vraiment être à Dakar en sécurité, vendre nos animaux et retourner en sécurité. Au Sénégal, environ 500 000 femmes pratiquent aussi l'élevage. Nous sommes 50 000 femmes et nous sommes environ 20 000 femmes, jeunes et femmes, qui s'adonnent dans l'élevage de moutons, de l'élevage à cycle court, comme je l'ai dit, moutons et chèvres. Puisque souvent, quand vous élevez les chèvres, vous avez beaucoup plus de rentabilité sur le plan sanitaire, sur le plan alimentation. La chèvre mange tout et sur le plan sanitaire. Donc nous avons compris cela. Depuis 2012, nous sommes dans les exploitations de l'élevage à cycle court pour non seulement se nourrir avec, mais satisfaire les populations en viande et aussi créer des emplois informels pour nos jeunes. Nous préparons la relève intergénérationnelle. À la veille de chaque Tabaski, le Sénégal ouvre ses frontières aux éleveurs maliens et mauritaniens pour assurer le bon approvisionnement du marché. 73% des moutons proviennent du Mali et 27% de la Mauritanie. De retour sur le plateau de Croissance Verte avec le docteur Kane, docteur en économie, économiste rural, spécialisé sur l'économie de l'élevage. D'abord, monsieur Kane, un mot sur ce reportage et les différentes interventions que nous venons d'entendre. Ok, merci beaucoup Alexis. Je pense que c'est un élément très important qui va en droite ligne dans la problématique que nous avons abordée hier durant la 28e édition du mardi du BAM. Donc c'était une conférence durant laquelle nous avons abordé l'utilisation en mouton et tous ceux qui sont intervenus aussi ont vraiment abordé des aspects importants de la question et vraiment ils ont soulevé les contraintes, ils ont aussi proposé quelques solutions pour venir à bout de ces contraintes. Nous reviendrons dans quelques instants sur ces solutions et différentes recommandations. Docteur Kane, d'abord, quels sont les chiffres exacts de la demande nationale en moutons au Sénégal? Oui, de façon officielle, selon le ministère de l'Élevage, la demande est aujourd'hui estimée à 810 000 moutons. Ça, c'est la demande vraiment sur le marché. Mais par contre, on voit que ce qu'on a produit de façon nationale est estimé aujourd'hui à 665 000. Donc ça veut dire qu'on a un gap. Et ce gap-là aussi, pour le combler, nous sommes vraiment obligés
de faire appel à des importations via le Mali et la Mauritanie. Comme présenté dans le reportage de nos équipes réalisé à l'occasion des mardis du BAM, qui avait pour thème « Autosuffisance en moutons de Tabaski au Sénégal, état des lieux, contraintes et solutions des acteurs », quels ont été donc l'apport des différents acteurs à cette grande rencontre? Oui, dans cette grande rencontre, on avait déjà invité toutes les associations d'éleveurs. Ensuite, on a invité l'association des consommateurs, ensuite le ministère de l'élevage, qui est vraiment l'autorité politique qui coiffe tout ça. Et chacun d'eux a vraiment touché du doigt les problèmes qui concernent son domaine d'activité. Les éleveurs sont vraiment surtout revenus sur la contrainte de l'alimentation du bétail et aussi de la santé animale. Maintenant, pour les consommateurs, ils sont revenus quand même sur la cherté des prix du mouton et aussi vraiment le problème d'accessibilité des moutons. Aussi le problème d'accessibilité des points de vente à travers lesquels ils ont accès aux moutons. Alors, quelle a été la contribution de chaque acteur face à cette lancinante problématique de l'autosuffisance en moutons de Tabaski au Sénégal? Nous sommes à l'approche de la Tabaski, rappelons-le. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui sont vraiment au cœur de cette activité-là, ce sont les éleveurs. Parce que ce sont eux vraiment qui doivent approvisionner le marché. Donc eux, ils sont vraiment aujourd'hui prêts à vraiment aller tout au fond du Sénégal pour faire venir tout le cheptel ovin qu'ils ont. Ils ont vraiment donné toutes les garanties pour faire tout leur maximum pour approvisionner le marché de façon correcte. Ensuite, le ministère de l'élevage, son rôle vraiment, c'est vraiment d'organiser tout ça à travers l'organisation des points de vente. Ils ont vraiment garanti hier que les points sont vraiment en train d'être mis en place à travers tout le territoire national et notamment à Dakar, qui concentre vraiment 28% de la demande nationale. Et cela vraiment, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. Et aussi, je pense que on peut rassurer quand même que les fidèles musulmans, que cette année vraiment, on est vraiment dans une bonne phase de préparation de la fête. Comment une institution de recherche comme le Bureau d'analyse macroéconomique, BAM, peut-il contribuer à la résolution des contraintes de l'activité ovine? Vous savez que notre mission principale, c'est une mission qui est de service public. Le BAM, d'abord, c'est une unité de recherche en sciences sociales qui est basée au sein de l'ISRA. L'ISRA, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole qui travaille sur beaucoup de production animale, production végétale et production halieutique. Maintenant, dans tout ça, le BAM est une unité transversale qui vraiment produit des connaissances destinées aux politiques pour la bonne prise de décision, mais aussi de créer des connaissances destinées aux acteurs des filières animales et aussi des filières agricoles pour leur proposer quand même des solutions par rapport à leurs activités. Revenons aux moutons, à cet approvisionnement, à ce manque même de moutons au Sénégal. Quelles sont les principales contraintes qui entravent l'autosuffisance en moutons dans le pays? Oui, on a quand même noté hier beaucoup de contraintes. D'abord, la première contrainte, c'est une contrainte sanitaire. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies animales qui déciment nos cheptels. Et particulièrement, il y a la peste des petits ruminants qui vraiment décime les cheptels ovins et caprins. Donc ça, c'est une première contrainte, la santé animale. Ensuite, il y a une contrainte d'alimentation, l'accès au fourrage, mais aussi l'accès à l'aliment de bétail. Aujourd'hui, nous avons un pays qui ne pleut pas beaucoup, 3 mois de pluie, donc ça veut dire que nous n'avons pas assez de pâturage. Donc si le pâturage est fini, les gens sont obligés d'aller vers l'aliment de bétail. Et quand même, c'est un produit qui coûte très cher et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça de façon vraiment financière. Donc ça, c'est une contrainte liée à cette alimentation de bétail-là. Ensuite, il y a une troisième contrainte qui est liée au vol de bétail. Ça aussi, c'est une contrainte majeure qui touche nos éleveurs et ils en souffrent beaucoup. Le vol de bétail, c'est vraiment un fléau sur lequel vraiment l'État est interpellé, mais aussi évidemment toutes nos forces de sécurité et de défense sont aussi interpellées par rapport à cette contrainte-là. Alors comment aujourd'hui endiguer toutes ces problématiques et quelles mesures sont mises en place pour améliorer aussi la compétitivité de la filière ovine sénégalaise? Bon, par rapport au ministère, ils ont mis en place des programmes et projets. Aujourd'hui, le programme phare qu'ils ont mis en place, c'est le PRONAC.
le programme national d'autosuffisance en moutons. Et je pense que c'est un programme très ambitieux qui a comme objectif final de résorber le gap qui est aujourd'hui là. Mais au-delà aussi du programme, il y a aussi l'initiative IMAM, l'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. C'est les collectivités locales qui sont réunies pour vraiment venir donner leur appui au ministère par rapport à la création de bergeries, par rapport vraiment à l'accès au fourrage, etc., etc. Et je pense que ça, c'est une initiative qu'il faut vraiment saluer. Mais au-delà aussi, il y a le programme comme le PADER, comme le PRAPS, qui sont des projets qui sont mis en avant par le ministère de l'Élevage pour vraiment la construction d'infrastructures pastorales, telles que des fourrages pastoraux, tels que des parcs à vaccination, tels que des marchés à bétail, etc. Donc voilà, tous ces programmes-là qui sont initiés, aussi bien par le ministère et qui impliquent vraiment tous les acteurs. Et chacun de vraiment a sa part à jouer dans la réussite de ces programmes-là. Docteur Khan, vous êtes docteur en économie, économiste rurale, spécialisé sur l'économie de l'élevage et de la santé animale. Comment la recherche pourrait accompagner les éleveurs et autres acteurs de la chaîne pour relever les défis liés à l'autosuffisance en moutons au Sénégal? Bon, effectivement, nous en tant que chercheurs, on a un rôle vraiment essentiel à jouer dans ça. D'abord, au niveau même de la santé animale. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'ISRA qui produit l'ensemble des vaccins vétérinaires qui sont utilisés au Sénégal et un peu partout dans la sous-région. Donc je pense que ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est vraiment augmenter notre production de vaccins. Et vraiment, c'est vraiment une chose dans laquelle l'ISRA est vraiment impliquée de façon active. Ça fait 3 ans, nous faisons vraiment beaucoup d'efforts pour vraiment quintupler toute la production de vaccins, et notamment par rapport à la PPR, la production de vaccins PPR qui lutte contre la peste des petits ruminants. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vraiment travailler sur la question de l'amélioration génétique. Parce qu'on a des animaux qui ont une productivité très faible. Donc il faut que les recherches sur l'amélioration génétique soient vraiment accélérées. Ensuite, tout ce qui peut booster la production laitière, la production de viande, et aussi l'aspect qui est lié à la création de rations alimentaires. Tous ces aspects-là sont des points sur lesquels les chercheurs y sont, et je pense qu'ils vont y continuer comme ça. Parlons à présent de la criminalisation du vol de bétail au Sénégal. Quelles sont les conséquences pour le secteur et comment résoudre enfin cette problématique? Je pense que c'est une problématique très critique. Et si ça continue, je pense que ça va décourager beaucoup d'éleveurs. Je pense que l'État aujourd'hui a intérêt à mettre en application la loi qui vraiment criminalise le vol de bétail. Et que vraiment tous ceux qui sont pris vraiment soient sanctionnés relativement à la loi. Je pense que si on arrive à faire ça, le premier impact que ça va faire, donc ça va déjà augmenter la production qui est d'ovins. Donc il faut pour moi mettre en avant l'application de la loi, vraiment conformément vraiment à toutes les directives qui sont vraiment prises par les ministères. Intéressons-nous à présent aux avantages et aux challenges aussi liés à l'ouverture des frontières aux éleveurs maliens et mauritaniens avant chaque fête de Tabaski au Sénégal. Oui, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas le choix parce que ce qu'on a comme production locale n'est pas suffisant. Donc nous sommes obligés d'aller importer au niveau de la Mauritanie et du Mali pour vraiment approvisionner notre marché. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne peut pas éviter. Mais donc je pense qu'il faut aussi créer les conditions pour aller progressivement à l'autosuffisance afin de réduire donc nos importations au Mali. Je pense que le Mali aujourd'hui et la Mauritanie sont des pays qui ont une production de vin très abondante. Et donc par exemple, si on va à la Mauritanie, une personne, peut-être on dit 3 ovins pour une seule personne. Au Mali, c'est 1,5 ovin pour une seule personne, alors qu'au Sénégal, c'est 0,5. Donc ça veut dire qu'un mouton, c'est pour 2 personnes. Donc ça veut dire que nous sommes obligés d'aller là-bas. Mais nous avons intérêt quand même à augmenter notre production pour réduire progressivement nos importations. Parlons aussi des mardis du BAM, les mardis donc du Bureau d'analyse macroéconomique. Pourquoi avoir créé ces mardis et quelle est leur importance? Donc les mardis, c'est des occasions que nous offrons aux acteurs des filières. Donc nous, en tant qu'unité transversale, on se dit que nous devons être vraiment à équidistance des acteurs et leur offrir des moments d'échange et de dialogue dans lesquels ils peuvent vraiment s'asseoir ensemble,
discuter des problèmes et proposer ensemble des solutions qui sont des solutions vraiment constructives et vraiment participatives. C'est ça en fait l'idée qui est derrière ces Mardis du BAM là. Merci Dr Papa Abdoulaye Kane pour cet éclairage. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Merci Alexis, c'est un grand plaisir que j'ai eu de venir aujourd'hui échanger avec vous sur cette importante thématique. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.